Retour sur les pseudo-révélations de Robert Bourgui sur l'histoire politique ivoirienne. Ces dernières heures, j'ai observé que la médiasphère politique africaine, et en particulier ivoirienne, est secouée par les révélations d'un homme lige, d'un porteur de valise attitré de la France-Afrique, un certain Robert Bourgi, avocat de son État, connu pour sa carrière sulfureuse, consacrée à faire les intermédiaires entre les hommes politiques français corrompus et les dirigeants africains corrompus pendant plusieurs décennies. Monsieur Bourgi, à l'occasion d'une interview, une de plus, peut-être une de trop, a cru bon de revenir sur la pourriture des relations franco-africaines, rafraîchissant ainsi la mémoire à ceux qui avaient oublié ce qui ne doit plus être, ce qui doit cesser. Bourgi a révélé, entre autres, les sommes d'argent que plusieurs dirigeants africains ont, sous ses yeux, remis aux dirigeants français pour les flatter et obtenir en retour leur soutien à leur pouvoir. Bref, Bourgi a cité plusieurs noms de chefs d'État qui ont pris l'argent public africain pour le donner aux dirigeants français à titre personnel afin d'obtenir leur faveur pour que ceux-ci ne leur fassent pas de coup d'État. Un peu sur le modèle de ce que Muammar el-Kadhafi a cru faire en donnant 50 millions de dollars à Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, qui n'allait pourtant pas hésiter à le tuer après. Bourgi a égrené sa traditionnelle liste en tant que porteur de mallette attitré de la France-Afrique. Et il est allé plus loin. Si je récapitule ces déclarations, il est revenu sur l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire pour dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a gagné et que Alassane Draman Ouattara avait perdu. Mais Bourgui, beaucoup n'ont pas eu toute l'attention de bien écouter ce qu'il a dit. Il a dit selon le Conseil constitutionnel. Donc, à ceux qui n'entendent pas bien, je demande d'aller réécouter Bourgi. Parce que c'est un malin, c'est un grand roublard. Il a dit, selon le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Et puis de révéler ses conversations avec Nicolas Sarkozy, de révéler comment les affaires de valise se géraient. Parfois même, on mettait l'argent dans les djembés pour que Dominique de Villepin et puis Chirac récupèrent l'argent. Ça se cachait dans les djembés. En fait, comme on le dirait chez nous à Abidjan, Robert Bourgui a cassé les papos et a montré que la relation politique franco-africaine est une pourriture absolue depuis De Gaulle et Foccart pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont venus sur mes pages sur les réseaux sociaux pour me dire « Ah, voilà ce que Bourgi a dit. À l'époque, vous souteniez Ouattara, puisque vous êtes l'ami de Soro. Voilà donc ce que Bourgi a dit. Qu'est-ce que vous dites alors maintenant? Finalement, Laurent Gbagbo a-t-il gagné ou non les élections de 2010? Voilà la question que certains provocateurs sont venus me poser. Mais ils viennent me poser cette question comme si ils ne me connaissent pas. Est-ce que moi j'ai peur de dire ce que je pense? Si je peux dire ce que je pense à M. Macron, vous pensez que j'ai peur de dire ce que je pense à qui? Je peux dire ce que je pense à M. Paul Biya, qui tient en otage mon pays natal, à qui je ne peux pas dire ce que je pense. Donc je vais répondre à ça, mais d'une manière analytique, de telle façon que tout le monde évite les pièges qui nous sont tendus par Robert Bourgi. Parce que je vous dis que Bourgi a été envoyé pour nous piéger. Nous piéger en Côte d'Ivoire, nous piéger en Afrique. Quand celui-là sort, sachez qu'il y a une mission. Donc voici mon analyse des propos de Robert Bourgi. D'abord, comme l'a dit notre sœur bien-aimée, Madame Geneviève Bro-Grébé, dites à Robert Bourgi qu'il ne nous apprend rien de nouveau. Parce que les gens se comportent comme si Bourgi avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Il a déjà dit tout ça. Ce qu'il a dit là, il a déjà dit ça. Maintenant, deuxième point. Pourquoi Bourgi parle-t-il? Qu'est-ce qui amène souvent Bourgi à parler? Il y a deux choses qui sont les motivations de Bourgi. Celui-là, le Robert. Il y a deux choses qui le motivent à parler.
Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. Systématiquement. Il y a deux choses qui motivent Bourgi à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. La première chose qui le motive à parler, c'est une mission des renseignements généraux français, avec lesquels il est resté étroitement lié, en tant qu'homme traditionnel de la France-Afrique. C'est un homme hyper renseigné, il est dedans. Comme on dit dans la langue des renseignements généraux, Bourgi est un homme embedded, il est couché dans les renseignements généraux français, depuis longtemps. C'est un peu comme les gens comme les Marwan Ben Yamed, les journalistes, un certain nombre de journalistes de RFI France 24, comme les, comment ils s'appellent, les Nassim, Wassim Nasra, hein, Christophe Boisvouvier. Vous ne pouvez pas penser que ce sont des gens qui sont seulement au niveau de la performance professionnelle. Ils bénéficient de confiance du système pour lequel ils travaillent. Bon. Donc, Bourgi, quand il sort pour parler, sachez qu'on l'a envoyé. Et du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi l'a-t-on envoyé? Quelle est la mission de Robert Bourgi? Eh bien, je vous précise sa mission. Ceux qui l'ont envoyé pour tout faire pour salir de la même façon toute la vieille classe politique ivoirienne. Entendez? Salir de la même façon Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Bourgi est chargé de salir Ouattara en même temps que Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'il rappelle que le président Gbagbo aurait remis à Jacques Chirac la somme de 3 combien 3 millions de dollars pour que Jacques Chirac protège son pouvoir. Bourgi ne cite pas le nom du président Gbagbo par hasard. C'est pour dire que lui aussi, il a corrompu. C'est pour dire que le président Gbagbo a corrompu Chirac. Parce que Gbagbo voulait que Chirac le soutienne pour qu'il soit toujours président de la Côte d'Ivoire. Si Bourgi cite le nom du président Gbagbo, c'est parce qu'il veut le salir au passage. Et puis, il veut salir Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, c'est un vieux chiffon de la France-Afrique. Ils ont fini de l'utiliser. Quand ils ont fini de l'utiliser, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. Ils l'ont déposé. Il a fui. Ils sentent qu'il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. Comme on dit chez nous à Abidjan, Choko Naka Tchaka. Il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. La France-Afrique le sait. Et elle a décidé d'anticiper, un peu comme elle a fait au Gabon. Ils sont en train de préparer un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils préparent un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire, du style de celui qu'ils ont fait, au Gabon, où ils ont envoyé Oligui Nguema renverser Ali Bongo pour que le pouvoir reste entre les mains de la France-Afrique. Parce que dans cette affaire-là, le pouvoir risquait de leur glisser les mains encore et se retrouver dans les mains d'officiers révolutionnaires panafricanistes du Gabon. Astafroullah. La France-Afrique s'est précipitée, elle a fait son propre coup d'État. Elle a fait son auto-putsch. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, si vous avez compris le modèle gabonais, d'une certaine façon, si vous avez compris le modèle même qui se déploie maintenant en Guinée, avec le colonel Mamadi Doumbouya, qui affiche très clairement maintenant son rôle d'agent de l'OTAN et de la France-Afrique. Vous comprenez que le coup d'État a été fait contre Alpha, parce que Alpha commençait à trop s'éloigner de la France-Afrique, qui avait été sa parraine pour qu'il prenne le pouvoir. Alpha Condé s'éloignait trop. La France-Afrique lui a fait un coup d'État pour recadrer le pouvoir et le mettre entre les mains d'un de ses éléments. C'est ça le coup d'État de Guinée. C'est vrai que le président Mamadi Doumbouya a rendu un certain nombre de services à l'Alliance des États du Sahel. Voilà pourquoi moi je lui ai épargné une partie de mes critiques. Mais maintenant, il y a suffisamment d'éléments pour établir qu'il est un suppôt de l'OTAN. Je dis bien un suppôt. C'est ce qu'il est. D'accord? Et on sait donc qu'il a fait ce coup d'État-là. C'est l'OTAN qui l'a envoyé. Renverser Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé prenait au sérieux son projet souverainiste. Mais il n'avait pas pris la peine de s'assurer que le peuple guinéen était derrière lui. Alpha Condé a voulu faire une révolution en Guinée sans le peuple guinéen. Voilà pourquoi il est tombé. Parce que si Alpha était vraiment un révolutionnaire, il n'aurait pas cherché à confisquer le pouvoir, il aurait préparé quelqu'un dans son camp à affronter les élections présidentielles sur le thème de la souveraineté, sur le thème de la souveraineté retrouvée. Le candidat d'Alpha Condé aurait gagné les élections. Et Alpha Condé serait aujourd'hui un grand sage de la République de Guinée, assis à Conakry.
Mais comme monsieur est un narcissique, il a attrapé la dictatorite, la maladie de la présidence à vie. Là où il s'est assis, là, il ne voulait plus penser qu'il peut quitter le pouvoir. Pourtant, Alassane Ouattara l'avait prévenu. Quand il disait, il faut couper le cordon ombilical, il faut couper le cordon ombilical. Alassane Ouattara lui a dit, on t'entend à Paris, hein. Alpha, Alpha, Alpha. On t'entend jusqu'à Paris. Ça s'est passé en Mondovision. Hein. Alassane Ouattara prévenant le président guinéen que ce qu'il disait là allait lui coûter un coup d'État. Parce que c'est ce que Ouattara lui a dit publiquement. Et Alpha Condé a dit, je m'en fous. Moi, je n'ai pas peur de parler publiquement. Ah. Et il s'en fout. Ben, on lui a envoyé un homme de la Légion française qu'il a renversé. Terminé. Il s'en fout, mais il est en Turquie. Vous avez compris? Je retourne sur Robert Bourgi. Robert Bourgi est chargé de préparer l'opinion à la chute de Ouattara. Mais ils veulent une chute de Ouattara en faveur de quelqu'un qu'ils ont préparé. Mais qui ont-ils préparé? Ils n'ont que 2 cartes à main pour la France-Afrique. 2. Ils ont 2 cartes à main pour faire un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire. La première carte qu'ils ont en main, et ils la montrent de plus en plus, c'est Tidiane Thiam, qui est de facto déjà en alliance politique avec le RHDP et qui se présente comme le meilleur garant après Ouattara des intérêts de la France-Afrique. Tidiane Thiam, le chef de la Thiamérie, c'est-à-dire du PDCI, version néocolonisée complète. Rien à voir avec le PDCI du président Bédier, où il y avait encore la fibre du patriotisme républicain ivoirien. Le président Bédier qui a refusé de livrer le PDCI à Ouattara. Là, Robert Bourgi est chargé de défoncer Alassane Ouattara, en même temps que Laurent Gbagbo. Et bien sûr, Alassane Ouattara, lui, il a déjà garanti, croit-il, l'exclusion de Guillaume Soro du jeu politique. Donc, Robert Bourgi est chargé de mélanger Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo dans la même saleté, histoire de dire que, mais qui est l'homme de la situation? Mais le banquier suisse. Qui est l'homme de la situation? C'est un nouvel envoyé du FMI et de la Banque mondiale pour surendetter la Côte d'Ivoire jusqu'au 3e millénaire. Bourgi est donc chargé de saboter l'image du président Laurent Gbagbo. Et c'est ce que ma sœur Geneviève Bro-Grébé a bien compris. Parce que si Bourgi rappelle que le président Gbagbo a donné 3 millions à Chirac, c'est histoire de dire que lui aussi il a triché. Si Bourgi dit c'est Laurent Gbagbo qui a gagné, et il ajoute selon le Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous étions tous sur la terre. Le Conseil constitutionnel a dit que le président Gbagbo a gagné. Tout le monde le sait que le Conseil constitutionnel l'a dit. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Il y avait 6 ou 7 régions du nord de la Côte d'Ivoire qui avaient été retranchées du décompte du vote. C'est à la suite de cela que le président Gbagbo a été déclaré vainqueur. Parce que ces régions étaient réputées avoir été de théâtre d'irrégularité. C'est ça la décision qui a été prise par Paul Yaoundé. Donc, en effet, oui, le Conseil constitutionnel a dit à Ouattara qu'il avait perdu. Tout le monde le sait. Même Ouattara sait que le Conseil constitutionnel lui a dit qu'il avait perdu. Lui qui prétend aujourd'hui que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours. Si Alassane Ouattara avait été légaliste, il n'y aurait pas eu de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Même si il y avait 6 régions du Nord qui avaient été exclues du vote, si Alassane Ouattara disait « Ah, moi je suis un légaliste, j'ai fait Washington, j'ai fait Londres, moi je n'aime pas le sang. » Si c'est ce qu'il avait dit là, il n'y aurait pas eu de crise post-électorale. Mais il ne faut pas que ceux qui se précipitent pour prendre les phrases de Bourgi et se promener partout oublient que pour que Paul Yaoundé dise que le président Gbagbo a gagné, il a enlevé d'abord cette région du Nord. Moi, rétrospectivement, je pense qu'il aurait fallu annuler cette élection. Il aurait fallu la reprendre. Parce que les irrégularités qui ont amené le Conseil constitutionnel à enlever cette région du Nord principalement du décompte étaient suffisamment graves pour que le résultat ne favorise pas la légitimité de celui qui est élu. Il aurait fallu annuler cette élection et la reprendre à zéro. C'était la seule solution. C'était la solution la plus juste. Parce qu'en effet, le Conseil constitutionnel de Paul Yaoundé a soulevé de très lourdes irrégularités qui lui ont permis d'enlever 7 régions du décompte.
Donc, à partir du moment où tu es déclaré élu par le Conseil constitutionnel, alors qu'on a enlevé 7 régions, en particulier celle du Nord, mais c'est le syndrome de l'exclusion qui était revenu. Et c'est ça le problème. De l'autre côté, la Commission électorale indépendante, soutenue par l'ONU, qui prétendait avoir certifié les élections, dit le contraire. Donc, il ne faut pas que les gens essayent de réécrire l'histoire comme si on n'était pas là. La vraie décision, je le redis encore aujourd'hui, qui devait être prise, c'était l'annulation. Paul Yaoundé, au lieu de se laisser posséder par le diable, aurait dû sortir à la télé et dire cette élection est entachée de trop fortes irrégularités. Dans plus de 7 régions du pays, nous pensons qu'il y a eu du bourrage d'urnes. On ne peut pas, dans ces conditions, proclamer quelqu'un élu. Donc, l'élection doit être reportée. Le Conseil constitutionnel demande la reprise de l'élection. Paul Yaoundé porte une très grande responsabilité de n'avoir pas risqué sa vie pour dire ça. Yaoundé devait dire, c'est ce que je dis, même si vous me tuez. Il n'y a pas d'autre décision ici. Et cette décision aurait été juste. Or, qu'est-ce que le professeur Paul Yaoundé a fait? Il a commencé par dire que le président Gbagbo a gagné. Si Ouattara était légaliste, il acceptait. Mais Ouattara n'a jamais été légaliste, c'était un légiphobe. Il a préféré faire la guerre et il était soutenu pour cela par toute l'opposition. Les gens pensent toujours que Alassane Ouattara était soutenu exclusivement par Guillaume Soro et les forces nouvelles pour forcer Laurent Gbagbo à donner le pouvoir. Mais Alassane Ouattara n'était pas soutenu que par Guillaume Soro. Il était soutenu par le président Aimé-Henri Konan Bédié. Il était soutenu par le PDCI qui nous traite de rebelles, là. Nous, les camarades, les compagnons de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a fait le coup d'État de 2002. Il a soutenu Ouattara en 2010. On veut faire comme si rebelle, là, ça s'applique seulement à Guillaume Soro et à ses camarades de GPS. Mais le PDCI, là, il était dans la rébellion avec les forces nouvelles. Moi, je n'ai jamais été membre des forces nouvelles. Hein. J'étais en France. J'étais installé en France depuis 2000. Il ne faut pas que vous me donniez une fonction que je n'ai jamais eue. Je n'ai jamais été membre des forces nouvelles. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut rappeler. Si vous voulez parler des forces nouvelles, allez demander aux responsables, dont certains sont retournés au RHDP. Allez leur poser des questions. Mais moi, je vous dis l'histoire que je connais. Le refus de la reconnaissance de la victoire du président Gbagbo, ce n'est pas seulement Ouattara Draman. C'est le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme. Et le PDCI est là. Tout le parti a soutenu que Laurent Gbagbo a gagné. Tout le parti a soutenu qu'Alassane Ouattara a gagné. Le MFA est là. L'UDPC est là. Ils ont soutenu ça. Donc, rétrospectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je conclus sur cette affaire d'élection. Mais en fait, cette élection devait être annulée. C'était une élection entachée de graves irrégularités. Ni le président Laurent Gbagbo, ni le président Alassane Ouattara n'ont été régulièrement élus dans cette élection. Voilà la vérité. Et quand il disait qu'il fallait recompter, le président Gbagbo avait raison. Mais le problème, c'est est-ce qu'on pouvait recompter là où les urnes avaient été bourrées? Non. Et c'est pour ça que je pense que le recomptage n'était pas la solution. La solution aurait été qu'on suspende pour 3 ou 4 mois, qu'on arrange et qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas de dérapage concerté et qu'on organise l'élection. On organise l'élection. Mais manifestement, il y a des gens qui ne voulaient pas que l'élection soit réorganisée parce qu'ils avaient prévu de prendre le pouvoir en bombardant le palais présidentiel ivoirien. Et ces gens-là, c'est Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Alors, Robert Bourgui, il balance sur Sarkozy, pourquoi? Mais parce que Sarkozy n'a pas partagé, ne lui a pas donné sa part. Et ça, c'est la deuxième raison. Quand vous voyez Robert Bourgui dire du mal de quelqu'un, c'est parce qu'il ne lui a pas donné l'argent. C'est-à-dire que lui, il a servi ces gens-là, et après, ils ont tout mangé, ils lui ont laissé les miettes. Bourgui, quand il sort parler, c'est parce qu'il n'est pas content. Il n'a pas tout à fait eu sa part. Parce que ça, il avoue, hein. Il avoue que les gens lui donnaient aussi. Mais pourquoi il se plaint maintenant? Il se plaint de Sarkozy, mais il connaît le bureau de Sarkozy à Paris, non? Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Bokcha, a sa permanence à Paris. Si Bourgi estime que Sarko doit lui donner encore un peu de l'argent que Ouattara lui aurait donné, mais qu'il aille le voir à son bureau. Il vient toujours, il cherche une émission, il fait une interview et il fait comme s'il était en train de faire des révélations extraordinaires. C'est faux. Quand Bourgi parle comme ça, c'est aussi pour mettre la pression sur les chefs d'État africains. Surtout ceux dont il possède les secrets et dont il n'a rien dit.
Quand il n'a pas cité le nom d'un chef d'État, ça veut dire qu'il faut qu'il lui donne l'argent. Voilà pourquoi, quand ma sœur bien-aimée Nathalie Yamba a fait un post pour rappeler tous les chefs d'État africains qui ont donné l'argent aux dirigeants français, je lui ai fait un commentaire en disant que, ma sœur, mais tu as oublié Paul Biya, notre président de notre pays, notre dictature. Paul Biya ne peut pas manquer dans la sauce. Financer les chefs d'État, financer la classe politique française avec l'argent public africain, mais c'est aucun dirigeant de la France-Afrique n'y a échappé. Paul Biya est un très grand payeur. Et même parfois, il dit publiquement, on ne va oublier personne. Le Cameroun est prêt pour tout le monde. Bon, j'observe que Bourgi n'a pas cité bien. Entre-temps, Sarkozy prétend être le communicant de bien. Donc, Bourgi sait que bien en train de donner l'argent à Sarkozy, peut-être. Et donc, Bourgi dit, donnez-moi un peu. Il n'a pas cité le Cameroun. Hein. Vous comprenez pourquoi il ne cite pas le Cameroun? Il y a élection en 2025. Rapidement, bien voir envoyer quelqu'un voir Bourgi avec un djembé rempli. Pour que Bourgi ne fasse pas une interview pour dire, en effet, j'étais là quand le président Biya lui-même a envoyé une cargaison de billets de banque. Vous voyez comment ce type-là est malin? Il a cité les noms des présidents. Mais ceux qui ont une élection l'année prochaine, là, et il n'a pas cité leur nom. Ça veut dire quoi? Faites vite. Si vous ne me donnez pas, je vais parler. Parce que c'est de ça que lui, il a vécu. C'est de ça qu'il a vécu. Est-ce que Robert Bourgi vous a produit quoi? Des livres? Il a produit des conférences? Il a produit des concepts? Ce n'est pas un intellectuel. Robert Bourgi, c'est l'homme des mallettes. C'est-à-dire que c'est le médiateur des mallettes de la corruption france-africaine. C'est là-dedans qu'il a prospéré. Et quand les périodes électorales apparaissent, il vient et il commence. Oh, j'étais là. Il y avait l'argent dans les djembés. Dominique de Villepin a soulevé. Et lui, il attaque toujours ceux qui sont en position de faiblesse. Hein. Quand tu es en position de force, il ne cite pas ton nom. Quand tu es possiblement en capacité de l'appeler pour lui donner l'argent, il ne cite pas ton nom. Il ne cite pas ton nom. Donc, j'ai remarqué que, mais, où est le nom de Paul Biya dans la liste? C'est pas possible qu'on fasse une longue liste des gens qui donnent l'argent pour corrompre les dirigeants français et on oublie l'un des grands donateurs. Paul Biya, qu'est-ce qu'il n'a pas donné aux dirigeants français? Et lui, il donne à gauche et à droite. Hein? Tous les dirigeants là, de la France-Afrique, ils donnent à gauche et à droite. Parce que dans tous les cas, ils se disent que celui qui gagne pourra être reconnaissant. Je donne à la droite, je donne à la gauche. Même s'il faut donner à Marine Le Pen, je donne aussi. Comme ça, dans tous les cas, je contrôle celui qui est à l'Élysée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je vous explique le comportement de Bourgi. Hein. Et puis, en dernière analyse, tout ce qu'il fait profite toujours au plan tactique du néocolonialisme français. Quand vous le voyez sortir comme ça, il a une mission. Et comme le dit le président Laurent Gbagbo, ce malin de Bourgi, quand tu l'envoies, il sait s'envoyer. Donc, on l'envoie fragiliser le président Gbagbo, présenter le président Gbagbo comme un corrupteur. On dit, profite-en pour taper sur Ouattara. Ce qui va faire que tout le monde va dire, oh, Tidiane, le bureaucrate, oh, le brillant polytechnicien, oh, le chef du Crédit Suisse, c'est lui qui peut, ah, le doux Tidiane, quel agneau, ce géant sénégalo-ivoirien, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Tout ça, ils parlent comme ça. Hein. C'est pour préparer le savon. Mais s'ils ne peuvent pas placer Tidiane, ils veulent organiser un coup d'État militaire par un officier au service de la France-Afrique, comme Oligui Nguema au Gabon. Écrivez ça. Moi, je vous dis souvent mes choses. Quand ça arrive, vous venez dire ici, ah, grand prof, tu avais dit. C'est ce que je vous ai dit. Toutes les manœuvres de Bourgi ont pour but de préparer les esprits à un coup d'État néocolonialiste, soit civil, en faveur de Tidiane Thiam, soit militaire, en faveur d'un soldat, d'un officier aux ordres de l'OTAN. Parce qu'eux, ils ont un seul problème. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire leur échappe comme le Mali leur a échappé, comme le Burkina leur a échappé, comme le Niger leur a échappé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Bon, vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas que je parle sur les réseaux sociaux?
Parce que quand je viens parler, je vous ouvre les yeux, pour ceux qui dormaient. Maintenant, vous avez compris pourquoi Bourgi sort, pourquoi on lui donne tous les médias, pourquoi tous les médias de la France-Afrique sont à sa disposition. Vous avez compris pourquoi il sort. On l'a envoyé. Et dedans, il s'envoie. Il cite certains noms, il oublie d'autres. Les chefs d'État dont il a oublié les noms, après, il appelle leur cabinet. Vous avez remarqué, hein, quand j'ai parlé sur France 24, sur TV5, je n'ai pas cité le nom du président Biya. Hein. Vous avez remarqué, hein, c'est pas un oubli. Hein, c'est pas un oubli. Vous avez compris? C'est ça leur problème. C'est dans ça, là, ils mangent. Ils mangent dans les oublis tactiques. Voilà. Et donc, le cas Bourgi est éclairé. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que l'homme politique ivoirien, le plus engagé au cœur de l'Alliance des États du Sahel, ils ne veulent pas qu'il prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Quel est l'homme politique ivoirien qui est maintenant à Bamouania? Quel est l'homme politique ivoirien qui est prêt à engager pleinement la Côte d'Ivoire dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, dans une coopération étroite? Quel est cet homme politique? À tout prendre, il y en a deux. Mais le premier, c'est celui qui vit là-bas à Bamouania. C'est Guillaume Soro. Il a été le premier à prendre fin et cause pour l'AES. Il a pris fin et cause pour le Burkina, le Mali, le Niger, quand ils étaient même dos au mur. Nous autres, on est allés là-bas quand il y avait embargo. On n'a pas attendu. On est allé là-bas quand c'était interdit d'aller au Mali. On s'est levé ici, on est allé. Il fallait se lever pour entrer au Mali en février 2022. C'est là où on disait tu es garçon. Le monde entier disait oh, si tu vas là-bas, ça veut dire que tu es contre nous. Nous, les compagnons du leader Guillaume Kabafoufourou Soro, on est allé là-bas. Oh, si vous allez en Russie, vous allez voir. Pourquoi? Nous ne sommes pas des Africains à qui on dit où doivent aller. Moi, je suis allé. J'ai le droit. C'est pour montrer aux Africains que c'est possible. Faites-vous respecter. Si vous ne vous faites pas respecter, on ne vous respecte pas. Si dès qu'on fait, hein, tu t'évanouis. Mais et les gens qui sont derrière toi, ils vont faire comment? Quand on va faire ha? Qu'en fait, ils ont un problème. Ils ne veulent pas que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro soient candidats à l'élection présidentielle 2025. Et les révélations de Bourgi ont pour but de cornériser l'opposition intérieure, incarnée par le président Laurent Gbagbo, et l'opposition placée à l'extérieur, dont le leader est Guillaume Soro. Il faut que ces deux leaders-là, de la véritable opposition à Ouattara Draman, il faut qu'eux, ils soient écartés. Et qu'on organise une fausse rivalité entre la Ouattari et la Tiameri. Voilà le plan. Voilà le plan. Celui qui n'a pas compris ça, dort en classe au premier banc. Yambou mamé, ni normal longueur. Osengi Boam, Ojoua, à la Mawe Zoni. Bon, dans ces conditions, donc, les révélations de Bourgi, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de nouveau? Lui-même, il est corrompu. S'il était courageux, il devrait aller dans un tribunal, se faire arrêter et emprisonner pour tout l'argent africain dans lequel il s'est baigné. Il devrait avoir honte même de parler, Bourgi. Il a mangé à tellement de râteliers, tellement de sales râteliers, qu'il ne devrait même plus sortir à la télé. Donc, il essaye de venir, à travers ces révélations, comme il voit aussi qu'il y a un rapprochement qui se fait entre le PPACI et GPS, pour que nos leaders soient candidats en 2025, ils viennent remuer le couteau dans la plaie de 2010 pour nous diviser. Et je m'adresse aux militants du PPACI, surtout sur les réseaux sociaux. Ne tombez pas dans le piège qui vous est tendu. Ils reviennent dessus pour que vous veniez sous nos pages. Ah, vous les soroïstes. Maintenant, vous avez vu ce que Bourgi a dit, vous dites quoi? Le but, c'est de créer des palabres entre nous. Parce que si nous nous fragilisons, nos deux leaders, déjà, ils ne sont pas dans les listes électorales. Alassane Ouattara ne veut pas qu'ils soient candidats. Si vous tombez dans ce piège, vous, nos camarades du PPACI, vous-même, mes camarades de GPS, si vous tombez dans le piège de vous chamailler avec les pro-Babo, à cause de l'affaire de 2010, l'objectif visé par la France-Afrique sera atteint. On a envoyé Bourgi pour nous mélanger. C'est un marmailleur. Bourgi, c'est un marmailleur blanc. Ne tombez pas dedans. 2010 est derrière nous. Nous voulons maintenant libérer la Côte d'Ivoire du néocolonialisme français. Je recommence. Ivoirienne, Ivoirien,
camarades du PPACI, camarades de Génération et Peuple Solidaire, le piège que Bourgi nous tend, montrons que nous sommes intelligents. Ne nous chamaillons pas à propos de 2010. Faisons qu'il n'y ait plus jamais de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait plus jamais de crise préélectorale en Côte d'Ivoire. Bourgi veut que nous commencions à nous chamailler. Vous vous disiez, ah, toi tu avais dit que le président Babou a perdu, maintenant tu dis quoi? Comme je vais vous répondre en disant, ah, il a donné 3 millions de dollars à Chirac. Est-ce que si quelqu'un donne 3 millions de dollars, c'est pas une clause qui doit l'exclure de l'élection? Oh, après ça va chauffer. Mais ton mentor Guillaume là, c'est pas lui qui a tué les gens à Boaké? Hein? C'est pas lui qui a fait la rébellion de 2002? Là, les Ouattaristes et les Tiamistes seront assis, disent, Amina, c'est du bon, c'est du bon. Et dans leur cellule africaine de l'Élysée, ils seront contents. On dit, ah, voilà, c'est, ok. On va entendre la voix de Dominique. Qu'est-ce que c'est joli, chou? Qu'est-ce que c'est joli? Les soroïstes et les bagboïstes, ils sont en train de se taper, mais c'est pas possible. C'est magnifique, c'est ce qu'on voulait, chou. Mais, chou, il ne faut pas te réjouir trop tôt, hein. Ils sont en train de se taper comme ça, mais ce longue-ligne de Thiam, j'ai l'impression qu'on le prépare dans les officines pour nous faire tomber, Dominique. Hein? Demande à la fiole de travailler sérieusement. Alassane Ouattara, lui, il sait que, bien sûr, la France-Afrique ne veut pas de Guillaume Soro président ou de Laurent Gbagbo encore président. Ça, c'est clair, ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que c'est le bloc souverainiste panafricaniste qui est là. Ils ne veulent pas ça. Donc, ils vont multiplier des sorties de presse pour que nous nous chamaillons entre nous. Moi, je ne vais pas tomber dans ce piège. Moi, je ne vais pas tomber dans ce piège. J'ai vu dedans depuis. J'ai vu dedans depuis. Bon, ce que j'ai dit avant, je l'ai dit avant. Ce que je dis maintenant, c'est une amélioration de ce que j'ai dit avant. Je dis que l'élection devait être reprise. Je dis que officiellement, le Conseil constitutionnel avait tout à fait proclamé le président Babou vainqueur. Mais on avait exclu 6 à cette région du Nord. Donc, il allait être vainqueur légal, mais il n'aurait pas eu la légitimité pour gouverner toute la Côte d'Ivoire. Parce que les gens du Nord pouvaient dire, ah, nous, nos voix n'ont pas compté, donc tu n'es pas notre président. Voilà pourquoi cette élection devait être reprise. C'est ce que je vous dis. Et puis, je ne rentre pas dans ce débat. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur droit. Mais si vous tombez, vous, nos camarades, que ce soit GPS ou PPACI, dans le piège, mais naïf, de vous prendre la tête, alors même qu'il nous faut nous unir pour que nos leaders soient candidats en 2025. Ça voudra dire que vous n'avez pas tiré des leçons, des micmacs de la France-Afrique. Moi, j'ai tiré les leçons. Je ne vais pas passer mon temps à répondre même à tel ou tel de mes camarades ou de mes frères ou de mes soeurs bagboïstes. Et puis parfois, il y a des tiamistes qui sortent derrière. Il y a la tiamerie qui sort derrière. Il y a des ouattaristes qui sortent derrière pour attiser la querelle entre soroïstes et bagboïstes. Parce qu'ils voient que le PPACI et GPS ont, au moins pour la question de l'inclusion électorale, eh bien, un intérêt objectif commun. Donc, il faut tout faire pour nous éloigner. Donc, ils vont réchauffer des choses comme ça. Ils vont ressortir des sujets. Il faut que nous soyons calmes. L'objectif, c'est la libération de la Côte d'Ivoire, du néocolonialisme français et de son valet Ouattara. Et on ne laissera pas un autre valet du néocolonialisme français comme Thiam prendre le pouvoir. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.